CEMAC était réunie en sommet extraordinaire ce mercredi, assise en visioconférence conduite par Paul Biya, président en exercice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Résolution et discours du chef de l'État en ouverture du 20h30. Tirage au sort de la CAN 2021, le feu d'artifice. Spectacle en couleur hier à Mondo Vision au Palais des Congrès de Yaoundé. L'organisation donne le ton du succès à 5 mois de la compétition. Voilà pour les titres. Détail après ce geste barrière et un message du président de la République. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. L'engagement des dirigeants d'Afrique centrale est unanime ce mercredi. Ils promettent un secteur économique plus diversifié, inclusif et résilient. Substance des travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, tenu ce jour en visioconférence à l'initiative du numéro 1 camerounais Paul Biya, président en exercice de la communauté. Yves-Marc Medzo. Comme prévu dans l'ordonnancement, le président de la République, Paul Biya, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, quitte le bureau présidentiel 10 minutes avant 14h ce 18 août 2021 pour venir à la rencontre de ses pairs de la sous-région. Voilà 2 années en effet que ceux-ci l'ont porté à la tête de l'instance fêtière sous-régionale. 2 années après, le moment est venu d'évaluer le chemin parcouru. Extraordinaire, le sommet de la CEMAC, convoqué pour ce 18 août 2021 par le président camerounais, l'aura été en tout point. Et d'abord, par les modalités de son déroulement. À la place des habituels retrouvailles en présentiel, la rencontre de ce jour s'est tenue en visioconférence. On le voit bien, à la CEMAC, comme partout ailleurs, le Covid-19 a imposé sa loi. Comme si cela ne suffisait pas, c'est encore lui qui va s'imposer au menu principal des travaux de Yaoundé. Évaluation de la situation macroéconomique de la CEMAC en contexte Covid-19 et analyse des mesures de redressement. C'est le thème retenu pour les travaux. Face à ses pairs, tous présents, à l'exception d'un seul, Denis Sassou Nguesso, le président congolais, représenté par son premier ministre, le président Biya va commencer par rendre un hommage appuyé à feu le maréchal Idriss Déby Itno du Tchad, décédé tragiquement le 20 avril dernier. Devant une assistance toute huie dans les rangs desquels on pouvait compter la nouvelle directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, les présidents des groupes bas des banques mondiales, ainsi que le président de la commission de la CEMAC et le directeur général du Trésor français, Paul Biya va, après s'être félicité de leur soutien respectif, plaider pour une accélération des réformes structurelles et davantage de solidarité à l'échelle de chaque État. Un plaidoyer qui va recevoir l'assentiment de ses pairs, comme en témoignent les 24 points contenus dans le communiqué final, lu à la fin des travaux par le ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Meh. C'est donc avec la conviction d'avoir entonné un nouveau cri de ralliement pour la mise en place des économies sous-régionales plus diversifiées, plus vertes, plus résilientes et plus inclusives, et une lutte plus acharnée contre le Covid-19 que le président camerounais, président en exercice de la CEMAC, va mettre le point final sur les travaux de Yaoundé 2021. En clôturant justement les travaux, le chef de l'État, Paul Biya, a lancé un appel à la solidarité pour une réforme structurelle des économies de la sous-région au bénéfice des citoyens. Et je vous propose d'entendre dans un extrait de discours le président en exercice de la CEMAC. Lors de l'évaluation en novembre 2019 de la mise en œuvre de notre programme de réformes économiques et financières, bref CEMAC, soutenu par nos partenaires financiers, nous avions exprimé notre grande satisfaction. Nous avions alors salué le retour cette année-là d'une croissance de 2,1% et la reconstitution de nos réserves d'échange
à un niveau compatible avec le régime de change de notre monnaie commune. Mais avec l'apparition de la pandémie du Covid-19, les équilibres macroéconomiques et budgétaires se sont détériorés. La dynamique d'évolution de nos réserves de change a affaibli. Notre intégration régionale a produit insuffisamment des effets d'entraînement sur le commerce intracommunautaire. La faible diversification structurelle de notre économie et l'extraversion de nos modèles de développement ont limité nos capacités de réaction. Il convient également de reconnaître que les crises sécuritaires et les vulnérabilités découlant des changements climatiques font peser de graves menaces sur notre processus de développement durable. C'est pourquoi il est plus qu'urgent d'accélérer notre rythme de mise en œuvre des réformes structurelles afin de retrouver la vitalité économique. Il nous faudra également améliorer le climat des affaires pour permettre au secteur privé de s'impliquer davantage dans la relance de la croissance. Et pour être tout à fait complet, je signale que vous pourrez suivre ces discours dans son intégralité vers la fin de ce journal. 24 résolutions au terme des travaux, elles tracent la voie de la transformation structurelle des économies au travers de la maîtrise des déficits, l'augmentation des ressources intérieures, l'industrialisation, mais aussi la captation des financements extérieurs. Le condensé de la nouvelle feuille de route sous-régionale, Marie-Laurence Key. Le redressement de la situation macroéconomique engendrée par la COVID-19 repose sur 4 piliers. Les réformes économiques visant à contenir les déficits, la transformation structurelle des économies à travers l'industrialisation et les chaînes de valeur, la captation des ressources extérieures pour le financement de la relance et la solidarité dans la mise en œuvre des mesures de redressement face aux chocs sanitaires, économiques et sécuritaires. Exhorter les États membres et les institutions sous-régionales à faire du plan communautaire de relance économique post-Covid-19 de la CEMAC une cause commune et inviter les partenaires techniques et financiers à les accompagner massivement dans sa mise en œuvre. Réaffirmer leur attachement à la solidarité communautaire face aux chocs sanitaires, sécuritaires et économiques à travers la poursuite d'une stratégie cohérente et coordonnée pour préserver la viabilité des finances publiques et renforcer la position extérieure de la CEMAC. L'ensemble des 24 résolutions constitue ainsi la nouvelle feuille de route et dans ce cadre, le PREF CEMAC devient le point d'orgue de la nouvelle résilience. Décider de mettre résolument en œuvre les politiques et réformes prioritaires dans le cadre de la deuxième phase du PREF CEMAC pour opérer une réelle transformation structurelle vers l'industrialisation des économies de la CEMAC et créer les meilleures conditions d'une croissance soutenue, équitable, tirée par le privé. Ces exigences constituent les structures cardinales devant aider à renouer avec la croissance économique après la récession de 1,7% enregistrée en 2020. Et dans cette dense actualité économique, le président de la République a pris ce jour un décret. Le décret habilite le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire à signer avec l'Association internationale de développement des accords respectifs de prêt d'un montant de 45 millions de dollars US, soit environ 25 milliards de francs CFA, et de dons de 52,45 millions de dollars US, soit environ 29,3 milliards de francs CFA, pour le financement additionnel du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun. Le président de la République décrète, article 1er, le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire est habilité, avec faculté de délégation, à signer avec la Société internationale de développement les accords respectifs de prêt d'un montant de 45 millions de dollars US, soit environ 25 milliards de francs CFA,
et de dons de 52,45 millions de dollars US, soit environ 29,3 milliards de francs CFA, pour le financement additionnel du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun. Article 2. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 18 août 2021, le président de la République, Paul Biya. À la fois sous-secrétaire général des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Vera Songwe était l'hôte du ministre des Finances ce mercredi. Les échanges avec Louis-Paul Motazé ont porté sur l'aide à la formation des femmes à l'économie numérique. Il a aussi été question de l'appui à la lutte contre la pandémie à coronavirus en Afrique. Joël Igor Abanda. La 9e secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique est venue porter son message de soutien dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 en Afrique. La CEA et l'Union africaine ont déjà envoyé 30% de vaccins contre le coronavirus à travers le continent. Ces vaccins sont arrivés au Cameroun le vendredi 13 août 2021. Nous aimerons avoir au moins 10% des populations africaines qui sont vaccinées à la fin de septembre et 30% à la fin de l'année. Les questions d'emploi et de la création des filières industrielles étaient aussi au centre de cette rencontre. La spécialiste des problèmes économiques en Afrique va alors soutenir l'État du Cameroun, non seulement dans la lutte contre le Covid-19, mais aussi dans l'économie numérique, avec en ligne de mire la formation de la gente féminine. On avait fait une training pour les jeunes filles entre 18 et 24 ans avec la CEA sur la digitalisation, le robotique, le Internet of Things. Et sur ces 2 semaines, nous allons lancer la fin de la compétition. Mais il y en a eu 8000 jeunes filles camerounaises, Yaoundé, Douala et Boya, qui ont participé. Vera Songwe a permis la revitalisation de la Commission économique pour l'Afrique avec des résultats qui ont conduit à des politiques révolutionnaires pour le programme de développement de l'Afrique. Sortons de cette actualité économique et je vous invite à jeter un coup d'œil sur cette tribune, justement parue hier dans le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Un texte signé de Paul Atanga-Ndji, le ministre de l'administration territoriale, qui exalte les valeurs politiques et humaines du chef de l'État. Paul Biya y est également présenté comme un bâtisseur. Augustin Guizana. Il y a des événements mémorables comme le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, dont le président en exercice de l'instance et le chef de l'État camerounais Paul Biya qui mérite d'être mis en exergue. C'est dans cette logique que la tribune spéciale du ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Ndji est parue dans Cameroun Tribune. Le ministre de l'administration territoriale axe sa réflexion sur l'attitude et la capacité d'un homme à gérer des événements et des situations. Le président de la République du Cameroun est un visionnaire et un roc qui ne cède pas au chantage. Car, dit-il, depuis 1982, année de l'accession à la magistrature suprême de Paul Biya, le père de la nation a su gérer plusieurs crises. La tentative du coup d'État de 1984, les années dites de Brest de 90, l'affaire Bakassi, Boko Haram depuis 2013 et depuis 2016, la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Épris de paix, Paul Biya ne laisse pas la place à l'imposture. L'auteur de la tribune spéciale rappelle que depuis l'élection présidentielle de 2018, le leader d'un petit parti politique fait de la gesticulation politique. Il lui rappelle que le chef de l'État Paul Biya est une institution et de ce fait, toute personne qui tenterait de se heurter à lui rencontrera la force de la justice divine. À la diaspora responsable composée des chefs d'entreprise, des médecins, avocats et sportifs de haut niveau, le ministre Paul Atanga-Ndji indique que le chef de l'État leur offre toutes les garanties d'investir au Cameroun. Pour conclure, Paul Atanga-Ndji indique que le Cameroun a à sa tête un homme sage, la force de l'expérience, en somme. Un message à l'adresse de ceux qui ont des oreilles pour entendre. 2 jours après le retour du chef de l'État au bercail, les hommes politiques multiplient les réactions de soutien. Dernière en date, celle de El Hadj Lawan Bako, président du United Democratic Party, que je vous propose d'entendre dans cet extrait capté par nos correspondants de CRTV Nord-Ouest à Bamenda. Ce n'est pas bon que nous, enfants, à échanger et faire les solutions qu'il y a fait à gérer. Ce n'est pas bon. Ça là, j'ai déjà condamné, on a déjà condamné, le groupe de majorité présidentielle déjà condamné, mon parti UDP déjà condamné. On va dire que ce n'est pas bon pour
notre pays, ce n'est pas bon pour nos enfants à étranger. On demande à nos enfants à étranger de dire que, quand on dit en anglais, I'm sorry, dire que pardon. Ça là, c'est comme ça, on va dire que bienvenue au président Paul Biya, Cameroun, c'est votre pays, on va fixer, il y a les problèmes dans notre pays, on va fixer ensemble. L'encadrement des ex-combattants de Boko Haram dans l'extrême nord est rendu à sa phase pratique. Les premiers repentis du centre de transit de Méry ont commencé une nouvelle vie. Celle-ci est faite de lecture, d'écriture, mais aussi de petits métiers. L'objectif étant de préparer ces désengagés à s'insérer facilement dans la société. Abdoulaziz Amadou. Tout commence par un grand rassemblement chaque matin dans la cour du centre de transit. Le porte-parole du groupe définit les grands axes de la journée. Qu'on demande comment ils ont passé la nuit. Si le travail n'est pas fini, ne prenez pas d'abord l'argent. Finissez d'abord le travail. Les 7 jours de la semaine sont... Les tout-petits suivent des cours d'initiation à la lecture et à l'écriture. Ces élèves sont intelligents. Ils retiennent aussi vite les leçons. Boukar Madi, quant à lui, a choisi la mécanique automobile. On a déjà appris le travail. Tout notre travail, c'est déjà bon. Pour faciliter leur réintégration, les pouvoirs publics ont identifié plusieurs domaines d'activité. La menuiserie, la maçonnerie, le petit commerce. Les autres formations vont suivre avec la mise à disposition de personnel par ces délégués régionaux. Cette formation va officiellement démarrer après la construction du centre multifonctionnel de Mémé dans l'Omayo-Sava. L'avenir des personnels de la Côte-Co était hier mardi au centre d'une audience accordée au directeur général de la structure par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Oona. Xavier Folk et sa délégation sont venus rassurer quant aux conditions des travailleurs dans l'attente d'un nouvel actionnaire. Compte rendu, Oswald Medong. L'annonce d'une potentielle reprise des parts du principal actionnaire de la Côte-Co avait fait sortir de la réserve les délégués du personnel de l'entreprise. Ils avaient alors saisi le ministre du Travail et de la Sécurité sociale pour que soient appliquées les dispositions de l'article 42 du Code du travail relatif à la modification de la situation juridique de leur employeur. Et cette audience accordée ici par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale au directeur général de la Côte-Co intervient au lendemain de l'échange avec les délégués du personnel qui avait abouti à la suspension de la grève. Des 6 revendications formulées par les employés, 4 ont déjà pu trouver des solutions concertées. Les demandes sont telles qu'il faut travailler sur leur pertinence. On a demandé un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de travail à faire pour trouver une solution concertée, mais c'est la volonté de Côte-Co. Côte-Co est une entreprise qui a été créée il y a près de 20 ans, toujours respecté les lois avec un sens de l'éthique extrêmement important, qui va continuer si cette transaction potentielle se fait. Face à la volonté de l'entreprise de vouloir garantir la sécurité sociale de ses employés, le ministre du Travail a engagé le directeur général à favoriser le dialogue pour trouver un terrain d'entente favorable en apportant des réponses concrètes aux 2 points d'achoppement qu'il reste à lever. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. Rendu à 20h50, faisons à présent le point de la riposte gouvernementale anti-Covid-19. N'allez pas chercher le variant Delta dans les hôpitaux, ni même dans les sites de prise en charge. Eh bien, le virus n'arrive pas encore à circuler en masse. Le système sanitaire en place restreint sa virulence. Le docteur Joseph Fokam vous donne toutes ces assurances dans son entretien avec Évariste Yenga. Nous les retrouvons tout de suite. Évariste, bonsoir. Bonsoir Romuald. Il est réputé pour sa virulence. Le variant Delta
On s'était attendu à voir des hôpitaux bondés, mais il y a eu ces derniers moments plutôt une chute des chiffres qui indiquent l'hospitalisation au Cameroun. Essayons de voir l'impact de ce variant au niveau des hôpitaux. Est-ce qu'on le ressent là-bas? Est-ce qu'on ressent sa présence dans les lits des hôpitaux? La question vous est posée à vous, Dr Joseph Fokam, vous êtes virologue. Merci Évariste. Justement, comme vous l'avez si bien dit, le variant Delta est hautement virulent, mais pour l'instant au Cameroun, on vient d'avoir quelques premiers cas en circulation. Pourquoi est-ce que les lits aussi n'abondent pas? On a déjà quelques raisons fortes. Premièrement, le Cameroun a mis en place un système de surveillance active au niveau des postes de santé de frontières, ce qui permet de détecter tous les cas positifs qui rentrent au Cameroun et par ricochet de prévenir également l'entrée du variant Delta dans notre contexte. Mais vu qu'on vient d'observer les premiers cas chez nous, il est question pour nous de continuer avec une surveillance active afin qu'avec le temps, nous puissions réellement apprécier l'effet potentiel de ce variant en contexte camerounais où nous sommes aussi certains qu'on a plusieurs réalités socio-économiques et culturelles qui pourraient en même temps influencer sa dynamique dans notre contexte. Est-ce que vous avez dit que c'est le système de santé qui a amorti la virulence du variant Delta? Pas amortir sa virulence, mais sa circulation. Vu que dans nos différents portes d'entrée au Cameroun, on a mis en place un système qui permet de voir tous les cas positifs. Et une fois qu'on détecte un cas positif, qui sûrement est un variant Delta potentiellement, alors ce cas est confiné, isolé, et ce qui permet donc de prémunir la population de l'exposition à ce variant. Merci, Dr Joseph Fokam. On l'a noté, ce sont aussi les bons points du système sanitaire du Cameroun. Grâce à lui, le variant Delta est là, mais il est sous surveillance. Merci mon cher Évariste pour toutes ces assurances. Tout aussi rassurant, le bitume tant attendu en Kolmeseng, eh bien, il sera là dans 18 mois. Assurance donnée aux riverains par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Courtès, était sur le chantier hier. Les indemnisations sont en cours et les populations sont appelées à libérer les emprises. Franck Evina. Célestine Kétia-Courtès, au démarrage d'un chantier qui va ouvrir les sentiers d'un Kolmeseng, le vibrant merci des populations au président de la République est amplifié par le maire de Yaoundé 5. Chez les riverains, le sentiment de privilège a remplacé le sentiment d'exclusion. Un maire heureux et comblé au moment où se matérialise enfin la promesse faite aux populations de Yaoundé 5 par son excellence, M. Paul Biya. L'entreprise Sino Hydro a 18 mois pour livrer le chantier. Un boulevard à 2 sens, 2 voies x2, allant du carrefour lycée bilingue au lieu-dit Tradex Éleveur. L'axe principal sera rejoint par plusieurs tronçons de voirie primaire pour former un itinéraire d'environ 15 km de bitume connectant Kolmeseng à d'autres quartiers de la capitale. Nous disons simplement aux populations d'être reconnaissantes en accompagnant ce projet à se mettre rapidement en œuvre dans les 18 mois prévus. Notamment une fois qu'ils sont indemnisés, de libérer les emprises. Près de 14 milliards de francs CFA seront investis par l'État et la Banque mondiale. Les populations impactées perçoivent déjà leur compensation à la communauté urbaine. Le deuil frappe de nouveau l'Assemblée nationale. L'élu de la nation, Salomé Ngabazogo, député RDPC de la Léké-Est, région du Centre, est décédée dimanche dernier à Yaoundé des suites de maladie. Elle était âgée de 73 ans. L'évocation depuis Chiriaté. L'honorable Salomé Ngabazogo était à son tout premier mandat à l'Assemblée nationale. Membre de la commission éducation et présidente du groupe d'amitié Cameroun-Russie, elle s'est illustrée par des interventions pertinentes lors des sessions parlementaires. Le budget 2020 est caractérisé par une baisse drastique des recettes. Diplômé en ingénierie et gestion des systèmes de formation, l'illustre disparu a occupé les fonctions de proviseur au lycée de Mbala 2, adjoint au maire à la commune d'Ebebda avant son entrée au Parlement. Battante,
Elle ne se laissait pas décourager par l'adversité. Elle aimait les challenges. Elle savait mobiliser les gens. Sa dernière sortie à l'école familiale et rurale d'Etamkouma, dont elle était la promotrice, restera l'un des souvenirs les plus marquants pour les élèves et enseignants dont elle assurait une prise en charge totale. La disparition de l'honorable Salomé Ngabazogo est un autre coup dur pour la Chambre basse du Parlement qui perd pour la 9e fois l'un de ses députés. Toute la solidarité et les compassions de la CRTV. Qu'en 2021, un grand coup à l'allumage, la cérémonie du tirage au sort des groupes de la compétition a tenu toutes ses promesses, de quoi rassurer sur la bonne qualité de l'organisation de la CAN de janvier prochain. Germain Noël Essengue. Scénarisation parfaite des différentes articulations, respect du timing, le tout couronné par la qualité des éléments visuels et sonores. La copie du tirage au sort était propre. Les raisons immédiates du succès de l'événement sont à mettre à l'actif de sa préparation. 10 jours de montage, 8 répétitions étalées sur 3 jours. Rien n'était improvisé. Le succès éclatant de ce grand soir, on le doit davantage à la volonté politique d'un État incarné par le premier sportif camerounais, Paul Biya, un homme de parole qui avait promis au Cameroun et au monde entier une CAN d'exception. La première étape de l'ambitieux projet a été franchie avec brio. La construction des stades ultramodernes qui font désormais du Cameroun une destination très sollicitée. Deuxième étape, le tirage au sort, reporté par la CAF pour des raisons qui lui étaient internes. La cérémonie vient d'illuminer le monde. Autre défi relevé, la production du signal par des équipes professionnelles de la CRTV, aidées en cela par un matériel de dernière génération doté par le gouvernement. Toute la symphonie est mise en musique par le COCAN, désigné par décret présidentiel. Le COCAN traduit en acte la vision du chef de l'État qui promet et réalise. Le Cameroun donne les assurances pour une démonstration de force en janvier prochain. Applaudissements en rafale d'anciens footballeurs internationaux habitués de ces grands mets sportifs, Didier Drogba, mais aussi El Hadji Diouf, Rigobert Song, tout comme Jacques Songo parlent tous d'un succès de la cérémonie d'hier. Évariste Yenga. Artifice, lumière, son, couleur et beaucoup d'émotions. À chacun son image. C'était vraiment bien organisé, c'était superbe. Le Cameroun a montré que quand il veut faire les bonnes choses, il fait ça en grand. Je dis merci à cette organisation, aussi à cette cérémonie. J'ai été bluffé. Et je dis félicitations à tous ceux qui ont mis la patte pour que cette cérémonie se passe très bien. C'est une réussite totale. Les délégations étrangères sont tout aussi émues. Nous sommes contents, c'est un très bon show. Je suis content avec le tirage pour nous, pour Gambie, c'est un bon tirage. Je sais que c'est un groupe très fort. Nous espérons que nous faisons un bon tournoi et que nous pouvons passer de groupe. Une fleur pour les infrastructures de qualité du Cameroun. Je pense qu'on va avoir une belle CAN et ça sera tout à l'honneur du Cameroun parce qu'ils ont aujourd'hui des installations dignes de grandes nations de football. La CAN, elle se jouera aussi dans les gradins. Tout ce que j'ai à dire aux supporters camerounais, je sais qu'ils sont amoureux du football, ils aiment le foot, de sortir nombreux et les stades doivent être pleins. Des avis et d'autres, mais tous concordants. La fête du football africain au Cameroun est déjà belle à partir de l'avant-goût. Et pour être tout à fait complet avec l'actualité du jour, je vous propose à présent de suivre dans son intégralité le discours de clôture du sommet extraordinaire de la CEMAC prononcé par le président de la République, Paul Biya, président en exercice de la CEMAC. Messieurs les présidents, mes chers frères, Monsieur le Premier ministre du Congo, Madame la directrice générale du Fonds monétaire international, Monsieur le Président du groupe de la Banque mondiale, Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC, Monsieur le représentant du ministre de l'économie et des finances de la République française
distingués invités, mesdames et messieurs, la rencontre de ce jour est la première du genre depuis le décès tragique du président tchadien, notre frère, feu le maréchal Idriss Déby Itno. Je voudrais une fois encore lui rendre hommage par son engagement panafricain exceptionnel, sa défense remarquable des causes de notre communauté et son rôle décisif en faveur de l'intégration sous-régionale. Il nous aura tous profondément marqués. Messieurs les présidents et chers frères, distingués invités, mesdames et messieurs, la pandémie de Covid-19 et ses nombreuses contraintes m'obligent à vous accueillir virtuellement à Yaoundé. Je souhaite à tous une très chaleureuse bienvenue à ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC. Je salue la présence des invités spéciaux qui nous viennent du FMI, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de la France. Votre soutien constant à la CEMAC est un atout majeur, surtout dans le contexte actuel de lutte contre une grave crise sanitaire à l'échelle mondiale. En effet, cette crise a engendré au plan planétaire des conséquences humaines, économiques et sociales d'un impact jamais égalé. La récession mondiale de 3,3% enregistrée en 2020 n'a pas épargné nos pays. L'extrême pauvreté et les vulnérabilités ont rejailli brutalement dans notre espace sous-régional. L'atteinte des objectifs de développement durable en 2030 est aujourd'hui fortement compromise. Je voudrais néanmoins me féliciter de notre réaction commune face à cette nouvelle crise. Malgré les limites de nos systèmes de santé et de nos infrastructures en la matière, nous avons réussi globalement à endiguer une trop grande propagation du coronavirus. Nous avons ainsi pu préserver de nombreuses vies humaines. Nous devons cependant rester vigilants et mobilisés, car cette crise sanitaire à mutation rapide perdure. Il nous faudra poursuivre ensemble et avec détermination la phase cruciale du combat contre ces virus par la vaccination. L'Afrique a besoin d'un accès large et équitable aux vaccins. En effet, comment pourrions-nous atteindre une immunité collective avec moins de 5% de nos concitoyens actuellement vaccinés? Je tiens à saluer ici l'action de nos partenaires au développement depuis l'apparition de la pandémie. Nos différents plans de riposte ont obtenu des financements d'urgence du FMI, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. L'initiative de suspension du service de la dette en faveur de nos pays a atténué les contraintes sur nos finances publiques. Le FMI a alloué de nouveaux droits de tirage spéciaux, DTS, à hauteur de 650 milliards de dollars américains.
Les importantes liquidités mises ainsi à disposition renforcent notre capacité de riposte contre la crise sanitaire et permettent la relance économique. Par ailleurs, en droite ligne des recommandations du sommet de Paris du 18 mai 2021 sur le financement des économies africaines et de celui d'Abidjan tenu récemment, nous exhortons les pays dont les réserves sont satisfaisantes à consentir à une réallocation partielle de leur DTS en faveur des pays africains. Ceci permettrait d'augmenter les liquidités de l'ensemble de nos pays d'au moins 100 milliards de dollars américains. Nos États sont solidaires de la déclaration d'Abidjan du 15 juillet 2021 en faveur d'une reconstitution des ressources de l'IDA 20 à la fin de l'année 2021. En effet, les concours de l'Association internationale pour le développement en Afrique jouent un rôle déterminant et devraient participer massivement à la reconstruction post-Covid-19 de nos économies durement affectées par la pandémie. Messieurs les présidents et chers frères, distingués invités, mesdames, messieurs, lors de l'évaluation en novembre 2019 de la mise en œuvre de notre programme de réformes économiques et financières, bref CEMAC, soutenu par nos partenaires financiers, nous avions exprimé notre grande satisfaction. Nous avions alors salué le retour, cette année-là, d'une croissance de 2,1% et la reconstitution de nos réserves de change à un niveau compatible avec le régime de change de notre monnaie commune. Mais avec l'apparition de la pandémie du Covid-19, les équilibres macroéconomiques et budgétaires se sont détériorés. La dynamique d'évolution de nos réserves de change a affaibli. Notre intégration régionale a produit insuffisamment des effets d'entraînement sur le commerce intracommunautaire. La faible diversification structurelle de nos économies et l'extraversion de nos modèles de développement ont limité nos capacités de réaction. Il convient également de reconnaître que les crises sécuritaires et les vulnérabilités découlant des changements climatiques font peser de graves menaces sur notre processus de développement durable. C'est pourquoi il est plus qu'urgent d'accélérer notre rythme de mise en œuvre des réformes structurelles afin de retrouver la vitalité économique. Il nous faudra également améliorer le climat des affaires pour permettre au secteur privé de s'impliquer davantage dans la relance de la croissance. Ce sommet nous donnera l'occasion d'examiner ensemble toutes ces problématiques qui sont d'une acuité indéniable. Aussi, avec la même détermination que par le passé, nous devons poursuivre la restauration des équilibres macroéconomiques et budgétaires de nos finances publiques. Notre politique monétaire devra également garder son orientation vers une stabilité extérieure forte dans le cadre d'une coopération internationale plus affirmée. Il y va de la crédibilité
de notre régime de change. L'évolution de notre endettement public et les enjeux de soutenabilité commandent une gestion plus rigoureuse et plus transparente, en phase avec les exigences de bonne gouvernance. Sur toutes ces questions, nous avions ensemble engagé des réformes structurelles ambitieuses avec le soutien technique et financier de nos partenaires au développement. Mais au regard des résultats atteints, qui sont mitigés, mais davantage fragilisés par la crise sanitaire actuelle, la vitesse et l'envergure de leur mise en œuvre sont à revoir. Voilà, semble-t-il, les enjeux qui nous interpellent de nouveau. Pour y faire face, nous disposons, comme en 2016, d'un atout majeur, notre solidarité. Elle nous avait alors permis de mener au sein de notre communauté une action concertée, cohérente et efficace. Nous pouvons cette fois encore la mettre en œuvre et aller plus loin vers une transformation structurelle de nos économies. En effet, notre industrialisation constitue le principal gage de notre développement durable, inclusif, capable de démontrer une plus grande résilience face aux éventuels chocs exogènes. Et je reste pour ma part convaincu que ce sommet aboutira à l'adoption de mesures pertinentes et favorables au maintien de notre ensemble sous-régional sur la trajectoire de son émergence économique et sociale. Solidaire et avec le concours de nos partenaires, nous relèverons les défis d'aujourd'hui. C'est ce qu'attendent nos concitoyens et c'est surtout notre devoir. Tâchons d'être à la hauteur de cette ambition. Je vous remercie. C'était donc là le président de la République, Paul Biya, s'exprimant en posture de président en exercice de la CEMAC lors de la conclusion du sommet extraordinaire tenu ce jour sur son initiative. Je précise que nous aurons l'occasion de revenir de manière plus dense sur cette importante actualité dans les autres éditions des journaux, mais également dans tous les magazines du réseau CRTV tout au long de cette semaine. Ainsi va l'actualité ce mercredi. Je vous souhaite une belle soirée sur votre antenne. Merci de votre fidélité renouvelée aux 20h30 sur votre chaîne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.
l'IFSTIC Sup lance un appel à candidature pour l'année académique 2021-2022 du Master en gestion des ressources humaines, diplôme de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, ESSEC, de l'Université de Douala. Ce master est ouvert aux titulaires d'un Bac+4 en GRH, management des organisations, finance et comptabilité, gestion de l'entrepreneuriat, audit et contrôle de gestion ou diplôme équivalent. Date limite des dépôts des dossiers le vendredi 20 août 2021 dans le campus de l'IFSTIC Sup en Kolanga sur la route d'Infou, non loin de l'IAI Cameroun. Contact